de la jonction antrophendique, au niveau de la jonction antrophendique, et qui a bénéficié d'une résection réglée. En post-opératoire immédiat, le patient commençait à présenter des vomissements persistants, avec progressivement l'installation d'un malaise épigastrique permanent, soulagé par des vomissements, accompagné de nausées, d'éructations, une perte de l'appétit, avec également un amaigrissement progressif. Le malade avait consulté chez un chirurgien et avait consulté chez plusieurs médecins où on a prescrit, on a pensé à une gastroparésie, donc on a prescrit des prokinétiques au long cours plusieurs fois pendant des mois. Donc ça n'a pas marché, donc la situation s'aggravait de plus en plus. Alors, d'où le malade nous a été adressé pour une fibroscopie, donc il retrouve une importante distension gastrique avec une stase alimentaire très abondante et un pylore qui était particulièrement fermé, qui était difficilement franchissable au gastroscope. Alors l'imagerie qui a été faite ne révélait aucune anomalie pariétale ni de compression extrinsèque en dehors de l'importante distension gastrique. Et voilà, donc il n'y avait pas de masse tumorale, d'épaississement ou de compression extrinsèque. Alors, devant ces éléments cliniques, cette histoire de chirurgie gastrique, ces éléments cliniques et cette endoscopie, on a pensé qu'il s'agissait effectivement d'une gastroparésie post-opératoire secondaire à un traumatisme du nerf vague. Pour cela, le malade a été scoré en se basant sur les éléments cliniques que nous avons cités, tout en sachant qu'une gastroparésie sévère, c'est-à-dire, enfin, vous avez le tableau devant vous, c'est les différents signes cliniques qui sont cotés de 0 à 5. Ensuite, on calcule la moyenne de ces différents facteurs, de ces différents signes cliniques. Pour parler d'une gastroparésie sévère, donc on parle d'un score de plus de 2, supérieur à 2. Pour notre malade, il était scoré à 3, donc c'était vraiment un malade qui est classé comme porteur d'une gastroparésie sévère. Alors, donc maintenant, d'où l'indication d'une GPOM chez ce patient devant. Classiquement, la GPOM est réservée à des patients qui avaient un certain nombre de critères. Les gastroparésies réfractaires après un échec de traitement mené pendant plus de 6 mois, une gastroparésie sévère en se basant sur le score plus de 2, ou bien une hospitalisation liée à la pathologie, et une scintigraphie gastrique de vidange gastrique anormale qui montre particulièrement un retard de la vidange gastrique à la 4e heure qui dépasse les 10%, et une fibroscopie qui ne trouve pas de lésions organiques. Alors pour notre patient, il remplissait les 3 critères, à savoir une gastroparésie réfractaire, la gastroparésie sévère aussi, puisqu'il était scoré à 3, et une fibroscopie qui retrouvait uniquement une distension gastrique sans qu'il y ait de lésions organiques de la paroi gastrique ou du pylore. Alors, le patient n'a pas bénéficié de scintigraphie. Bon. Maintenant, pour passer à la technique proprement dite de GPOM, on a besoin de matériel, d'un gastroscope Olympus 190 avec canal accessoire. Le malade est fait sous CO2 et on avait besoin de knife. 2 types de knives ont été utilisés, alors à savoir l'hybrid knife qui est le type T, et également le IT Knife Olympus avec une coque grasper pour l'hémostase. Donc ça a été fait chez un malade préparé après 72 heures de jeûne. Une sonde nasogastrique a été mise en place 24 heures avant pour vider l'estomac et le patient a été en position décubitus dorsale intubé. Alors, les étapes de la technique de GPOM reposent sur 4 étapes principalement. La première étape, c'est de faire l'incision de la muqueuse. La deuxième étape, c'est de rentrer, de créer un tunnel et commencer à disséquer dans le sens longitudinal à partir de l'orifice d'entrée jusqu'au pylore. Ensuite, effectuer la myotomie pylorique et par la suite fermer l'ouverture de la muqueuse qu'on a faite au départ. On va essayer de voir ça sur cette vidéo maintenant. Je vais essayer de commenter progressivement. Alors, la première étape, c'est l'incision. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. On commence par l'incision, par l'injection de sérum coloré au bleu de méthylène.
D'habitude, l'incision se fait sur la face postérieure de l'antre, à 5 cm idéalement. À 5 cm, je vais faire une petite pause pour vous expliquer. Donc là, ça se fait à 5 cm du pylore, sur la face postérieure de l'antre. La difficulté technique chez ce malade, c'est que c'est un malade qui a été opéré. Il y a une cicatrice de résection réglée juste au niveau de la jonction antrophendique, qui nous a limité un petit peu la distance qu'il y ait entre le pylore et l'orifice d'ouverture. Donc on était obligé d'aller au-delà de la cicatrice de résection antérieure, donc pour pouvoir faire cette injection. Donc là, l'injection, il faut bien injecter pour bien décoller la muqueuse. Il ne faut pas être gêné. Et voilà. Donc on injecte progressivement. Vous voyez sur cette vidéo, on voit bien ici la cicatrice. Vous allez la voir. Alors c'est ici. Alors c'est ça la cicatrice qui nous limitait l'injection. D'ailleurs ça ne se décollait pas. Alors après l'injection, on passe à l'ouverture. Alors, après l'injection, on passe à l'ouverture de l'entrée, donc l'ouverture de la muqueuse et créer l'orifice d'entrée donc de la muqueuse. Avec l'aide de l'hybrid knife, on fait notre ouverture qui doit être de 15 à 20 mm dans le sens longitudinal. Donc là, c'est-à-dire suffisamment grande, mais pas trop grande pour permettre le passage du gastroscope. Et elle se fait dans le sens longitudinal vers le pylore. Vous allez voir ici comment ça a été créé. Donc, alors, pour l'ouverture, on utilise le courant endocoupe. Malgré qu'il y a un risque hémorragique au départ, mais on peut, c'est-à-dire on a la coagulation en cas d'hémorragie, on peut utiliser le courant coag. Mais au départ, on peut utiliser l'endocoupe pour justement entamer l'ouverture, pour être rapide et efficace. Alors, une fois l'ouverture faite, il faut que ça soit grand pour permettre le passage, mais sans qu'elle soit trop grande, parce que par la suite, ça va être un obstacle pour la création du tunnel. Maintenant, on passe dans le tunnel et on commence la dissection. Donc là, avec injection et dissection, on utilise le courant coag, on utilise la pédale bleue pour la dissection, pour éviter l'hémorragie, pour éviter de blesser les vaisseaux sous-muqueux, mais parfois, quand on est sûr, quand on voit bien, on peut utiliser le courant endocoupe, la pédale jaune, pour aller plus rapidement. Donc, il faut toujours vérifier qu'on est dans le bon sens, c'est-à-dire dans le sens du pylore, on n'est pas à droite ou à gauche. Donc, on y va progressivement jusqu'à atteindre le sphincter pylorique, qu'on va voir tout à l'heure, tout de suite, plutôt. On y va progressivement, et là, je vais faire une pause sur cette image. Voilà, comme vous voyez ici, ça c'est le tunnel. Et au bout du tunnel, on voit le sphincter pylorique. Donc la prochaine étape consisterait à couper justement ce sphincter en totalité, jusqu'à la séreuse. En utilisant un deuxième type de knife, on va changer de knife, on va utiliser un autre type de knife, c'est ce qu'on appelle le IT knife d'Olympus, qui est caractérisé par la présence d'une tête en céramique. Pourquoi la tête en céramique ? Parce que ça permettra, juste après le pylore, il y a la paroi duodénale bulbaire qui est très fine, et si on utiliserait le premier knife, on peut facilement provoquer une perforation. Dans ce cas-là, on utilise le IT knife, qui a une tête en céramique qui ne va pas couper, donc c'est une protection pour protéger le bout distal, pour protéger la paroi duodénale et couper donc c'est-à-dire du bout distal vers le bout proximal. Vous allez voir la technique de coupe. Voilà, donc il a une tête en céramique, c'est ce qu'on appelle le IT knife Olympus. Donc ça permet de prendre le segment distal et de le tirer vers le bout proximal et couper le sphincter progressivement et en totalité. Il faut que la coupe soit en totalité pour que ça soit efficace.
Voilà, on coupe progressivement le sphincter pylorique. On le coupe. Vous avez le bout qui protège. Voilà. Une fois, ça c'est le résultat final. Ça c'est le résultat final. Vous avez tout le sphincter qui est coupé. C'est tout ça. Le bout, le côté postérieur. Donc tout le sphincter qui est coupé. Maintenant, une fois coupé, la procédure pratiquement elle est à 80% finie. La prochaine étape serait de fermer l'orifice d'entrée qu'on avait créé au départ avec des clips. Différents types de clips ont été utilisés. Vous allez voir sur place le résultat sur le pylore. Donc on va sortir du tunnel et on va voir l'effet de la myotomie sur le pylore. Alors, au départ, on n'a pas la fibroscopie au départ. La fibroscopie, le pylore était complètement fermé, était difficilement franchissable, mais par la suite, vous voyez ici, comme le pylore est devenu béant. Donc le résultat se voit immédiatement. Alors, il y a des écoles qui font la myotomie du côté postérieur, il y a des écoles qui la font du côté antérieur, et il y a même des écoles, des études qui sont c'est en cours d'essai, donc de faire un double tunnel antérieur et postérieur qui permettra de couper la totalité du sphincter sur le côté postérieur et sur le côté antérieur. Ça semble donner de meilleurs résultats, mais on n'est pas encore au stade de certitude. Par la suite, on a fermé l'orifice d'entrée, ça a été fermé par une multitude de clips. Parfois, c'est très difficile quand justement l'orifice est trop grand, la fermeture devient difficile. C'est pour cela qu'il ne faut pas qu'il soit trop grand l'orifice d'entrée, il faut juste que ça soit suffisant pour le passage du gastroscope. Voilà. Et voilà, maintenant... Voilà. Maintenant, en post-opératoire, le malade a été gardé 48 heures en hospitalisation, 24 heures en arrêt d'alimentation. Le lendemain, on a fait une radiographie à la gastrographie pour vérifier l'étanchéité gastrique, donc qui a confirmé effectivement l'étanchéité gastrique, ce qui nous a permis d'autoriser la reprise alimentaire. Donc on a repris une alimentation liquide pendant une semaine. Le malade, immédiatement, il n'y avait plus de vomissement. Mais on voyait le malade régulièrement par téléphone, on ne le voyait pas parce que le premier contrôle, normalement, il devra se faire à 3 mois. Mais on a constaté la disparition immédiate des vomissements, le malade n'a plus vomi, amélioration progressive des nausées et des éructations, reprise progressive de l'appétit et une reprise progressive du poids également. Donc il a été rescoré par la suite, le score de GCSI, il a été scoré à 0,9. Donc là, et l'amélioration se voit à partir, il faut juger du résultat initial à partir de 3 mois, le temps que la distension gastrique disparaisse, le temps que le malade reprenne une motilité gastrique progressivement normale, et l'efficacité est pratiquement de l'ordre de plus de 70% dans la plupart des études, surtout quand la cause est idiopathique et post-opératoire. Il y a d'autres causes qui sont dont la GPOM n'est pas vraiment très indiquée, c'est les gastroparésies diabétiques, c'est les maladies de système, les résultats sont moins intéressants. D'ailleurs, il y en a même qui ne recommandent pas la technique pour ce genre de patients. Alors, en conclusion, la GPOM, donc, c'est une procédure en main d'experts, bien évidemment, c'est une procédure sûre et reproductible. Donc, c'est-à-dire, il y a des malades qui récidivent, il y a une possibilité de les reprendre, donc il y a une possibilité de reprendre des malades même après récidive. Les facteurs de bonne réponse, c'est quand on a une rétention gastrique de plus de 20% à 4 heures, et quand on a un score de GCSI supérieur à 2,6, c'est-à-dire une forme sévère, et quand on a une étiologie post-opératoire ou idiopathique. Donc on a une meilleure réponse pour ces malades-là. Par contre, pour les malades ayant un diabète ou bien sclérodermie ou maladie de système, la réponse est beaucoup moins importante, parce qu'en fait, pour finir, en matière de gastroparésie, il y a un élément important à connaître, c'est que la GPOM agit sur le sphincter pylorique. Donc, en matière de gastroparésie, il y a deux mécanismes physiopathologiques. Il y a l'hypomotilité antrale, il y a l'hypertonie pylorique. Donc, la GPOM est destinée aux patients qui ont une hypertonie pylorique. Voilà, je vous remercie.
Donc, on remercie le docteur Abdeslam et on appelle tout de suite donc, le docteur Drir pour nous présenter un cas d'écho-endoscopie. Je ne sais pas si c'est une écho-endoscopie diagnostique. Merci. Je peux avoir le pointeur? Oui. On l'utilise comment? Merci. Bonjour tout le monde. D'abord, j'aimerais bien remercier la société HIDAB de m'avoir donné l'occasion de participer à leur deuxième congrès national de gastroentérologie sous forme de cas clinique en vidéo case. Donc, il s'agit d'une patiente âgée de 66 ans aux antécédents de cholécystectomie. C'est une patiente qui a consulté pour des coliques hépatiques avec parfois de la fièvre évoluant pendant 3 à 4 mois. Elle n'avait pas de syndrome de cholestase clinique et aussi elle avait un bon état général. Alors sur le plan biologique, elle avait un taux d'hémoglobine qui était normal, mais son bilan hépatique était perturbé avec une cytolyse modérée, avec la cholestase, gamma GT à 2 fois la normale, gamma GT à 6 fois la normale et phosphatase alcaline à 2 fois la normale. Le taux de bilirubine total était normal. La fonction hépatique de la patiente était normale et le taux de CA19,9 était à 15,6, c'est-à-dire elle était normale. Dans le sens de l'exploration, la patiente a bénéficié d'une échographie abdominale qui retrouvait une dilatation de la voie biliaire principale sur une sténose du bas cholédoque. Donc on a complété notre exploration par la réalisation d'une bili-IRM qui retrouve une dilatation modérée des voies biliaires intrahépatiques, du canal hépatique commun et de la voie biliaire principale proximale, qui a atteigné 16,5 mm. Cette dilatation se fait en amont d'un épicissement pariétal irrégulier de la portion de la voie biliaire rétropancréatique jusqu'à la région papillaire. Donc l'épicissement a été bien vu à la bili-IRM. Et cet épicissement était responsable d'une sténose longue, centrée, avec un aspect régulier décrit à la bili-IRM. Alors, la patiente a été adressée pour CPRE avec prélèvement par cytobrossage à visée diagnostique. Et lors de la cholangiographie, on retrouve une dilatation de la voie biliaire principale au niveau du canal hépatique commun sur une sténose longue, centrée, irrégulière, occupant tout le tiers inférieur de la voie biliaire principale. C'est un aspect qui est fortement évocateur d'une origine très probablement néoplasique. C'est pour cela un prélèvement par cytobrossage avec plusieurs passages et un prélèvement de bile a été effectué pour une étude cytologique. En plus, la patiente on a mis en place une prothèse biliaire plastique dans le sens de la prévention d'une angiocolite devant la sténose longue et l'opacification des voies biliaires. Alors, malheureusement, le cytobrossage est revenu négatif. On va voir par la suite pourquoi. Et la patiente nous a été adressée pour une échoendoscopie à visée diagnostique et, c'est possible, réalisation d'une biopsie. Donc, sur l'écho-endoscopie, je vais arrêter à chaque fois la vidéo pour vous expliquer les images. Alors, en écho-endoscopie, là, on est en transbulbaire. Donc, on voit bien ici la voie biliaire principale. Elle est là, jusque-là. Elle est entièrement comblée par du matériel tissulaire. Et au centre, on a la prothèse biliaire. Donc, cette voie biliaire principale qui est comblée par un processus tissulaire au niveau de son tiers inférieur, on retrouve au niveau de son tiers moyen, on va bien voir, une autre lésion, pardon, on va retrouver au niveau de son tiers moyen une lésion, ça ne s'arrête pas, je ne sais pas. Ok. Donc le tiers moyen de la voie biliaire principale, il est siège d'une lésion nodulaire. Elle est ovalaire. On la voit bien ici. On a là une lésion nodulaire, ovalaire, à contour festonné. Elle se développe à partir de la paroi de la voie biliaire principale. Et sur la face contralatérale, on retrouve également un épicissement irrégulier, de même aspect que cette lésion nodulaire. Et entre les deux, on voit bien la prothèse biliaire. On a là la prothèse biliaire dans la lumière de la voie biliaire principale. Là, c'est une lésion qui siège au niveau de la voie biliaire principale moyenne. On explore également la voie biliaire
au niveau de sa région hilaire, et ceci par la réalisation, là on voit bien l'épicissement postérieur qui est suspect, et la lésion nodulaire au niveau de la voie biliaire principale moyenne. Cette lésion est vascularisée au Doppler, elle est hypoéchogène et homogène. On ne retrouve pas de lésion ou de calcification au sein de cette lésion-là. La VBP hilaire, on retrouve également une autre lésion, elle est là. Pardon. Donc au niveau hilaire, on retrouve une autre lésion d'aspect qui est presque identique à la première lésion, mais cette deuxième lésion-là présente une particularité, c'est qu'elle est hétérogène, et cette hétérogénéité est liée à la présence dans sa lumière de au moins 4 zones anéchogènes à contenu liquidien dense. Donc c'est une lésion de nature solidokystique au niveau des voies biliaires, au niveau de la voie biliaire hilaire hépatique. On voit bien les lésions kystiques au niveau de la lésion tissulaire. Là, on a une lithiase de la voie biliaire principale. La lithiase, elle est là. Et là, c'est la prothèse biliaire. Ici, c'est l'artère hépatique commune. Et là, c'est le tronc porte. On a continué l'exploration de l'arbre biliaire. On est passé vers la convergence biliaire. On retrouve également au niveau des voies biliaires intrahépatiques. On voit bien ici. Là, c'est les voies biliaires intrahépatiques droites. On a une autre lésion dans les voies biliaires intrahépatiques droites. C'est une lésion qui est ici, à contour festonné. Elle est hyperéchogène et avec siège de contenu kystique anéchogène. Elle est de même nature que la deuxième lésion hilaire hépatique. Et on a une dilatation importante des voies biliaires intrahépatiques. Revenons à la lésion hilaire hépatique. Cette lésion au niveau du hépatique présente un contact avec l'artère hépatique propre et également un contact avec le tronc porte, mais avec un net liseré de séparation. Donc il n'y a pas d'extension vasculaire léco-régionale. Dans ce sens, une biopsie a été discutée. Elle n'a pas été réalisée au niveau hilaire hépatique parce que c'est contre-indiqué de faire la biopsie si on a une lésion qui n'a pas d'extension à distance et qui n'a pas d'extension vasculaire léco-régionale. Donc la biopsie n'a pas été faite au niveau hilaire hépatique. Elle a été faite au niveau de la première lésion qui siégeait au niveau du canal hépatique commun. Donc on a utilisé une aiguille du type FNB, veine de gauche, c'était une acquire, avec un seul passage et une aspiration sous vide. La biopsie a été réalisée au niveau de l'épicissement pariétal nodulaire du canal de la voie biliaire commune et avec une prothèse biliaire qui est en place. Elle est là, la prothèse biliaire, qui centre le processus tumoral qui est circonférentiel. Donc la biopsie a permis une étude histologique et non pas seulement cytologique. On retrouve au niveau de la paroi biliaire des papilles tumorales tapissées de cellules cubicylindriques avec un noyau atypique. On a également des cellules mucineuses atypiques sous forme de zones kystiques à contenu mucoïde. Et ça explique les zones kystiques au niveau du processus tissulaire hilaire et des voies biliaires intrahépatiques. Et également, on a des cellules cribriformes avec un noyau atypique, c'était en faveur de l'adénocarcinome. Et le résultat final, c'était un adénocarcinome sur une tumeur intracanalaire, papillaire et mucineuse biliaire dégénérée. Il faut savoir que la TIP1B, anciennement appelée papillomatose biliaire, c'est une adénomatose d'architecture papillaire de la muqueuse biliaire. Elle peut affecter les voies biliaires intrahépatiques et ou extrahépatiques. C'est une tumeur rare des voies biliaires avec une prévalence d'environ 5%. Elle est beaucoup plus fréquente dans le pays asiatique, notamment dans le Japon et la Corée du Sud. L'âge moyen est de 64 ans, avec une légère prédominance masculine dans le pays asiatique, avec un sexe ratio à 1,5 en prédominance masculine. Des formes asymptomatiques existent, elles ont été décrites dans 5 à 29% des cas. Le gros problème de la TIP1B, c'est le caractère extensif et également le fort potentiel de dégénérescence en adénocarcinome, ce qui rend la prise en charge diagnostique thérapeutique difficile. Sur le plan de la morphologie, la BILIRM est meilleure par rapport au scanner dans le sens du bilan d'extension et de l'atteinte des voies biliaires intrahépatiques. En ce qui concerne les adénopathies, le scanner fait mieux par rapport à la BILIRM dans ce sens. Pour le diagnostic, le cytobrossage est peu contributif. Pourquoi? Parce que ces tumeurs-là sont hypersécrétantes. Elles sont souvent recouvertes par un épais film de mucus. Donc si on fait un cytobrossage, on aura seulement du mucus, on n'aura pas des cellules malignes. L'échoendoscopie avec biopsie est contributive dans le diagnostic des lésions qui siègent
surtout au niveau du tiers distal de la voie biliaire principale et même les 2 tiers distal de la voie biliaire principale. Il faudra éviter de faire la biopsie au niveau hilaire hépatique. Il y a d'autres moyens pour faire le diagnostic dans ce sens. Et actuellement, c'est surtout le spyglass qui est très très contributif dans le diagnostic, dans le sens que le spyglass va permettre de voir la lésion, d'évaluer le degré d'invasion de la lésion par la réalisation du MBL. Il permet également de faire la biopsie à visée histologique et encore plus, il permet de faire le bilan d'extension et le bilan lésionnel dans les voies biliaires intrahépatiques. Et ça permet de façon indirecte de guider la chirurgie. Le traitement repose, si on veut être curatif, c'est seulement sur la chirurgie. Il n'y a pas d'autre traitement curatif que sur la chirurgie. Et c'est une indication chirurgicale, c'est une indication opératoire, quel que soit le degré de dysplasie. Contrairement à la TIPMP pancréatique. Et également, le traitement endoscopique est possible. Il est indiqué chez les patients qui ne sont pas opérables. Et je vous remercie. Donc on continue toujours avec la vidéo session et on appelle le docteur Boumarafi. Je suis là. Boumarafi qui va nous présenter une vidéo sur la dissection sous-muqueuse. Docteur, s'il vous plaît, fiche l'équipation. Vous n'avez pas un autre. Donc pour Je ne sais pas s'il y a un problème technique, on passe aux questions. D'accord. J'invite Dr Drir et Dr Abdeslam. Dr Drir et Dr Abdeslam, en attendant que ça vienne. En attendant de régler ce problème technique. Dr Abdeslam. Dr Drir, s'il n'y a pas de questions, Dr Drir. J'ai une question pour toi, s'il te plaît. Vu le coût du spyglass, est-ce que dans le cas que tu as présenté, il faut faire du spyglass pour caractériser la lésion haute, pour avoir une décision ensuite? Ou est-ce que tu te contentes des données de l'écho-endoscopie? D'accord. Par rapport au spyglass, donc par rapport au bilan d'extension, le spyglass est meilleur par rapport à l'écho-endoscopie. Parce qu'il permet d'aller beaucoup plus loin par rapport à l'écho-endoscopie dans le voie biliaire intrahépatique et de voir ça. Mais des chirurgies ont été réalisées après avoir réalisé sur un guidage, sur un bilan d'écho-endoscopie. Mais ce n'est pas dans une recommandation, ce n'est pas recommandé dans ce sens, dans le cadre du bilan d'extension. En ce qui concerne le coût, la biliaire elle est performante pour visualiser et évaluer l'extension dans les voies biliaires intrahépatiques. Mais chez notre patiente, la biliaire qu'elle avait faite, elle n'avait pas retrouvé la lésion qu'on avait retrouvée en écho-endoscopie. Pourquoi elle n'a pas été vue? Parce que parfois, lorsqu'on a une lésion qui est hyper sécrétante, elle sécrète beaucoup du mucus, lorsqu'on réalise la biliaire, ça peut être pris en considération comme du sludge. Et plusieurs fois, ça a été interprété comme du sludge et non pas comme des lésions tumorales.
Donc le radiologue peut voir ça au niveau du voie biliaire intrahépatique à la biliaire comme du sludge et ne pas le voir ça comme un processus tumoral. Merci. J'ai une question pour le docteur Abdeslam. Bon,